J'ai toujours été intéressé par cette question de la causalité des choses. Un battement d'ailes de papillon peut créer des troubles considérables et souvent ça peut tenir à quelques humains qui ont une position A ou B dans des circonstances particulières. J'ai toujours aimé aller à la racine des choses, ce qui exclut la théorie du complot, une espèce de mysticisme un petit peu candide, et ce qui oblige toujours à chercher la vraie raison des choses. Sur le papier, toutes les technologies sont théoriquement réunies pour une décarbonation du transport aérien en 2050. Le principe de l'IA, c'est que de temps en temps, il y a le droit à l'erreur, puisque c'est une intelligence qui apprend par itération. Dans le domaine de l'aérien, vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc, pour toute cette partie de sécurité et de sûreté, je pense que l'IA n'est pas la voie de l'avenir. En revanche, pour tout ce qui est assistance à la navigation, assistance aux routes les plus courtes, aux performances les meilleures pour l'utilisation de carburant, etc., bien sûr, l'IA peut être d'un apport considérable. Et je crois que le secret de la réussite d'une entreprise, c'est ce que mes équipes ont réussi à faire à ADP, et je les en remercie, c'est qu'ils ont réussi à accepter mon discours qui consistait à leur dire qu'il fallait qu'ils recrutent meilleurs qu'eux. Et les entreprises, elles ne se transforment pas avec un leader qui aurait un discours charismatique, etc. Ça n'existe pas. Elles se transforment avec une équipe. À la réflexion, un actionnariat privé présente des vertus, peut-être, de long-termisme, des vertus de réactivité qui font qu'il faut le voir de façon assez favorable. Bonjour à toutes et tous, je suis Marc Landré et vous écoutez le podcast de l'hypertransformation by SIA Partners, le premier podcast qui décrypte de l'intérieur les transformations technologiques, organisationnelles et sociétales des entreprises. Tous les mois et demi, nous recevons un dirigeant d'entreprise qui prend le temps de revenir sur son parcours et d'analyser les enjeux structurants de la transformation de son entreprise. Une trentaine de technologies à vocation disruptive sont actuellement en gestation ou en cours de déploiement dans les entreprises. L'intelligence artificielle, évidemment, qu'elle soit générative, prédictive ou frugale, mais aussi plus globalement le numérique, via l'informatique quantique ou la réalité immersive, ou encore le spatial, les sciences de la vie ou des matériaux, les crypto-monnaies, la cybersécurité, la décarbonation. La combinaison de ces technologies, qui est la caractéristique de cette quatrième révolution industrielle, de cette hyper-transformation, change fondamentalement la donne et démultiplie la vitesse de développement des entreprises qui n'ont d'autre choix que de s'adapter, que de se transformer en profondeur pour survivre. C'est tout l'objet du podcast de l'hyper-transformation by SIA Partners que de vous raconter, comme si vous y étiez, les coulisses et les impacts de cette technologie sociétale et révolutionnaire à l'œuvre. Après Olivier Duhat en septembre et Pascal Demurger en novembre, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP. Augustin, bonjour. Bonjour Marc. J'espère que tu vas bien. Tout va bien. Alors, je te remercie sincèrement d'avoir accepté d'être le troisième invité du podcast de l'hypertransformation. On se connaît depuis plus de 20 ans et je voulais absolument t'avoir à ce micro avant ton départ d'ADP pour parler de tes 12 années à la tête du groupe et de l'avenir de ce secteur en pleine transformation. Donc, Augustin, sincèrement, merci. Alors pour te présenter rapidement, tu es ce que j'appelle un grand serviteur de l'État. Tu as dirigé plusieurs cabinets ministériels au budget et au travail, tu as été directeur adjoint de cabinet à Matignon, tu as été secrétaire général adjoint à l'Élysée, dirigé la Caisse des dépôts et consignations et tu officies depuis 12 ans à la tête du groupe ADP. Je précise que tu as de multiples engagements en parallèle, professionnels et personnels, comme la présidence de Paris Europlace. Alors quand tu te retournes sur ton parcours, on parlera de la suite un petit peu plus tard, quel fil conducteur y vois-tu ? Moi, je vois le service de l'État chevillé au corps, la défense de l'intérêt général et du bien public. Toi, qu'est-ce que tu vois ? Oui, on peut dire ça. Je pense que la principale difficulté dans les sociétés, c'est l'absence de communication et l'absence de bon rapport au réel. Une des choses qui m'a passionné depuis que j'étais très jeune, c'était les origines de la guerre de 1870. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça vient faire avec l'entreprise ? En fait, je suis né en 61, à l'époque où la guerre froide commençait à battre son plein avec les missiles de Cuba. Et nous avions le sentiment que la guerre pouvait survenir d'un instant à l'autre. C'était une époque où nos grands-parents nous racontaient la guerre de 14 et la guerre de 40, et où nous avions le sentiment que la guerre pouvait venir à tout moment. Et quand j'ai découvert les racines de la guerre de 70, dont j'ai expérimenté lors de diverses conférences qu'elles sont connues par un Français sur 500, j'ai été intéressé par le rôle de la bêtise dans l'histoire. Et donc, je me suis toujours dit que, comme dans une vie on ne faisait que 3 ou 4 choses bien,
il était important de se préparer avec le meilleur rapport possible avec la technique, avec la vérité, et peut-être avec le courage, à être en position d'éviter ce genre de cataclysme. Alors, je le rappelle pour nos auditeurs en quelques mots, mais la guerre de 70 est une guerre qui a été déclarée par la France, alors qu'elle avait eu obtenu satisfaction à 100% sur un vœu de ne pas avoir de prince allemand sur le trône d'Espagne. Mais Bismarck, qui avait besoin d'une bonne guerre pour assurer la réunification allemande, et la princesse Eugénie, qui était l'épouse de Napoléon III, qui avait besoin aussi d'une bonne guerre, parce qu'elle pensait qu'il fallait une guerre pour solidifier la possibilité pour son fils d'accéder au trône, son époux Napoléon III étant très malade, l'addition de ces deux personnalités qui, d'une manière ou d'une autre, avaient envie d'une bonne guerre, et de la bêtise du Quai d'Orsay français de l'époque, qui trouvait que c'était une très bonne idée de déclarer la guerre à l'Allemagne parce qu'on aurait été soi-disant humilié par une dépêche de Bismarck, a déclenché 230 000 morts, la Commune de Paris, la perte de l'Alsace et de la Lorraine, et d'une manière ou d'une autre la Première Guerre mondiale. Donc voilà, donc j'ai toujours été intéressé par cette question de la causalité des choses. Un battement d'ailes de papillon peut créer des troubles considérables, et souvent ça peut tenir à quelques humains qui ont une position A ou B dans des circonstances particulières. Quand tu vois aujourd'hui dans quel état le monde est, notamment l'Europe, avec une guerre qui est à nos portes, je pense à l'Ukraine avec la Russie, tu dois te dire que finalement, tout ce pourquoi tu t'es battu pour éviter que ça redevienne, que ça recommence finalement, est là. Oui, je pense que le rôle des dirigeants politiques, le rôle des diplomates est très important à toutes les époques, mais plus encore dans des périodes explosives comme les nôtres. Si on regarde toujours dans le rétro et d'un point de vue plus entreprise, quelle est pour toi la plus grande transformation que tu as accompagnée, subie ou provoquée au cours de ta carrière, celle qui a été, à ton avis, la plus impactante pour ton environnement ou qui a été la plus complexe à gérer ? Bon, alors il y en a une dans le secteur public sur laquelle je pourrais revenir si tu veux, mais c'est les raisons qui m'ont conduit à militer en faveur de l'euro et d'une dissolution de l'Assemblée nationale en 1997 qui, me semble-t-il, a permis de créer les conditions pour l'euro, mais je pense que ce n'est pas le sujet de notre podcast. Non, la transformation d'ADP a été pour moi un grand sujet de satisfaction parce que je crois que nous sommes passés d'une entreprise dans laquelle la plupart des collaborateurs avaient le complexe d'être des rampants par rapport aux compagnies aériennes qui étaient les volants, les prestigieux, qui voyageaient avec des pin-up et étaient dans les magazines. Et j'ai tout de suite dit à mes équipes du groupe ADP, le métier du service n'est pas la servitude. C'est un très beau métier, il faut en être fier. Et j'ai tout de suite voulu élever le niveau de l'ensemble des collaborateurs pour leur donner de l'ambition d'être une maison d'hospitalité, au meilleur standard de l'accueil, qui puisse jouer son rôle non seulement vis-à-vis des passagers en France, mais aussi jouer un rôle dans le monde pour créer une espèce de chaîne d'aéroports de haut niveau, un peu le Four Seasons des aéroports, qui nous conduit aujourd'hui à être le premier groupe mondial des aéroports, public ou privé, avec cette année nous aurons près de 400 millions de passagers accueillis. C'est quasiment 10% de part du marché mondial, c'est considérable. Et la France peut se flatter avec Vinci et ADP d'avoir les deux premiers groupes aéroportuaires mondiaux, à égalité avec AENA pour le groupe Vinci. Et donc, c'est ça probablement la plus grande fierté, c'est d'avoir fait pivoter le groupe ADP d'un groupe pour qui le service, c'était la servitude et le client, c'était pas le passager, mais la compagnie aérienne, vers une maison qui reconnaît que le client final est aussi son client. Et l'apothéose pour moi, ça aurait été la façon dont les équipes d'ADP ont adhéré à l'idée que la façon dont nous accueillions les personnes en situation de handicap était le marqueur de notre qualité. Vous savez, on dit souvent qu'il y a toujours une rose au pied d'une rangée de vignes, parce que si la rose n'est pas en forme, ça veut dire que toute la vigne est atteinte de maladie. Ben pour moi, l'accueil des personnes en situation de handicap, c'est un peu la rose des pieds de vigne. C'est-à-dire que si on accueille mal les personnes en situation de handicap, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'accueillir bien, en général, tous les passagers. Et je rappelle que, notamment à Roissy, 10% des personnes qui passent par l'aéroport ont un handicap, soit visible, soit invisible. Exactement. Alors justement, pour revenir sur cette hospitalité, sur cette transformation que tu as conduite, tu dis souvent que l'aéroport est un hôtel où les gens ne dorment pas. C'est un lieu de passage, c'est un lieu de vie, mais où les gens doivent rester, doivent traîner, mais ils ne dorment pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette transformation du client qui est la compagnie aérienne vers un client qui est aussi le passager? Comment ça se matérialise concrètement au-delà de l'accueil des personnes handicapées? Alors, ce qu'on peut dire de façon synthétique, c'est qu'il y a 4 points critiques pour un passager aérien quand il va prendre un avion. Le premier, c'est l'accès à l'aéroport, avec notamment ces questions d'embouteillage et d'intermodalité. Nous avons milité pour l'arrivée de la ligne 14 en temps et en heure, et je suis très très fier des équipes d'ADP qui ont construit la gare de la ligne 14 en temps et en heure. À Orly. Et puis, à Charles de Gaulle, nous avons milité dès 2013 pour le CDG Express, qui sera inauguré le 28 mars 2027 en temps et en heure, malgré le fait que ça a dû subir quelques reports à raison de contraintes liées aux riverains du RER qui étaient un peu jaloux du fait qu'on fasse une ligne supplémentaire. Mais maintenant, le calendrier est calé. Donc, premier point critique, les accès. Deuxième point critique, les files d'attente.
les files d'attente, que ce soit l'inspection filtrage ou que ce soit la police. Bon, je ne vais pas m'étendre. Troisième point critique, l'orientation au sein de l'aéroport. Et quatrième point critique, les salles d'embarquement. Dans l'espace dans lequel vous êtes. Et pourquoi je dis que c'est un hôtel où on ne dort pas? Parce que quand vous allez à l'hôtel pour un voyage d'affaires, vous passez 20 minutes peut-être dans les parties communes pour faire le check-in, et ensuite vous filez dans votre chambre. Quand vous allez prendre un avion, long courrier, vous passez en moyenne 3 heures. Et ce chiffre n'a pas bougé depuis 25 ans. Il a été fortement accru par les conséquences des 11 septembre, mais ensuite il n'a pas bougé. Et pourquoi les gens prennent autant d'avance? Parce que, effectivement, l'imprévu en matière de file d'attente pour accéder à l'aéroport, l'imprévu pour éventuellement des aubettes de police qui ne seraient pas suffisamment armées, etc., fait que les gens prennent du temps. Et donc, ce que j'ai souhaité, c'est que dans ces espaces d'attente, eh bien, ils aient des services qui leur permettent de passer un agréable moment. Alors, ça veut dire des services pour les enfants, pour rechanger les enfants, pour jouer, pour se cultiver, et puis aussi pour offrir les produits dont les passagers peuvent avoir besoin. Alors ça a tellement bien marché que tous ces efforts et ces investissements déployés depuis 10 ans, je crois que c'est à peu près entre 800 millions et 1 milliard par an pour moderniser les aéroports. Tous ces investissements ont payé puisque les aéroports parisiens font aujourd'hui partie des meilleurs aéroports au monde en matière de qualité de service. Je crois d'ailleurs que Roissy-Charles de Gaulle a été classé 6e meilleur aéroport au monde cette année par Skytrax. Alors qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour monter sur les premières marches du podium ? Alors, il y a un premier point qui va être soluble vraiment sur la très longue durée, c'est la géographie de nos aéroports. S'agissant de Charles de Gaulle, c'est un archipel très étendu, avec des terminaux qui sont loin les uns des autres, parce que, en fait, la conception initiale de Charles de Gaulle n'était pas du tout celle que nous avons aujourd'hui. Vous connaissez le terminal 1, cette espèce de rotonde qu'on appelle vulgairement le camembert. Eh bien, initialement, Charles de Gaulle, c'était 5 camemberts. Et en réalité, lorsque le premier terminal a été inauguré, la compagnie Air France a fait observer aux gens d'Aéroports de Paris que ce terminal était incommode parce que le temps d'accès entre la voiture et l'avion était trop long. Et donc, ils ont souhaité qu'au lieu d'avoir ce camembert, on crée ce qu'on appelle des haricots, c'est-à-dire des terminaux très étroits où on aille très vite de la voiture à l'avion. C'est le 2A, le 2B, le 2C, le 2D, et ainsi de suite. Ensuite, on a créé le 2E, qui a été étendu avec la porte K, la porte L, la porte M, et puis le terminal 2G. Ça vous donne un espacement des terminaux qui est absolument important. Donc, un passage d'un terminal à l'autre qui doit se faire par des petits trains, ou parfois même à pied. Et donc, cette contrainte géographique est un handicap pour le groupe ADP et pour Roissy-Charles de Gaulle. Mais il demeure que nous avons des points d'amélioration s'agissant notamment de la faculté pour les passagers de passer rapidement les contrôles, raison pour laquelle nous testons des contrôles biométriques qui permettent de beaucoup simplifier les files d'attente. Et puis, nous avons toujours des efforts à faire sur l'orientation, sur la présence des humains. Un des éléments qui nous a fait énormément progresser pendant l'année 2024 a été le fait que, par exemple, pour les files d'attente à la police aux frontières, nous avons recruté 125 collaborateurs pour pouvoir organiser les files d'attente, prioriser les personnes âgées, les familles, indiquer aux étrangers si oui ou non ils ont accès au paraphe, etc., etc. Donc, c'est à l'aéroport qui n'est pas responsable directement des contrôles. C'est la police de l'air des frontières. Voilà. Mais c'est à l'aéroport de se sentir responsable du fait qu'il organise la façon dont ça se passe le mieux possible. La circulation, l'orientation, notamment entre les différents terminaux, c'est ce qui reste à construire, à finir de construire pour arriver là sur la première marche du podium. Exactement. Alors, autre grande transformation qui a été mise en œuvre par ADP sous ta présidence, c'est celui de la décarbonation du secteur aérien avec des objectifs importants en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ce, alors qu'on prévoit quand même un doublement de la flotte mondiale dans les 20 années à venir. Alors, c'est pas moi qui vais te poser la première question sur le sujet, mais le précédent invité du podcast, Pascal Demurger, qui, le DG du groupe Maïf et président du mouvement Impact France. Alors, on l'écoute. Bonjour Augustin, j'espère que tu vas bien. On m'a demandé de te poser une petite question, et ma question serait la suivante. Est-ce que selon toi, la décarbonation du transport aérien passe principalement par des efforts de sobriété ou essentiellement par de l'innovation technologique? Merci Augustin et à très bientôt j'espère. Merci Pascal de ta question. Alors écoute, c'est fromage et dessert. Donc les deux. Incontestablement,
l'innovation technologique va être déterminante. Et c'est justement parce que je ne sais pas encore à quel point l'innovation technologique va aller vite que je suis obligé de réserver ma réponse pour le deuxième point et de ne pas exclure la nécessité de sobriété. C'est la raison pour laquelle j'avais pris position il y a 2 ans et demi, 3 ans, d'une façon qui a un peu surpris les gens sur le thème qu'il ne fallait pas exclure la sobriété. Pourquoi ? Parce que sur le papier, toutes les technologies sont théoriquement réunies pour une décarbonation du transport aérien en 2050. De quelle technologie parle-t-on ? Alors, on parle principalement de la technologie, d'une part, de l'avion électrique. Pour les très courtes distances ou les avions d'affaires, on pourra avoir des avions propulsés par des batteries ou des piles à combustible. Deuxièmement, ce qu'on appelle des carburants durables, ou SAF. SAF, c'est Sustainable Aviation Fuel. Et la technologie... Ça, c'est à partir d'huile usagée, de résidus de bois ou encore d'algues. Il y a plusieurs technologies. En résumé, la première technologie la plus simple, c'est les huiles usagées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, l'huile du friture d'un McDonald's ou d'un KFC a de la valeur. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle alcohol to jet, c'est-à-dire qu'on transforme la matière agricole en production de carburants durables. Et la troisième technologie qui est la plus sophistiquée, la plus prometteuse, c'est d'extraire du CO2 à la sortie des cheminées d'usine ou même dans l'atmosphère et de le réunir avec de l'hydrogène, si possible décarboné, donc de l'hydrogène vert, pour faire ce qu'on appelle des e-SAF. Donc, cette production de carburant durable, elle est vitale. Et ce matin même, vous pouviez voir dans la presse que les constructeurs aériens en appelaient aux producteurs d'énergie qui ne produisent pas en Europe. Il y a une défaillance, me semble-t-il, de l'offre en Europe. Alors, ça serait trop long d'expliquer pourquoi cette défaillance existe, mais nous avons absolument besoin de produire des carburants durables. Je suis un petit peu inquiet sur la disponibilité des carburants durables produits en Europe, ce qui va obliger les compagnies qui volent en Europe à importer ces carburants durables. Et même si elles en importent, y en aura-t-il assez ? Je n'en suis pas sûr. Donc les technologies de décarbonation, c'est d'une part l'avion électrique, d'autre part l'avion propulsé par des carburants durables, et troisièmement, le très grand espoir qui est permis par les recherches de la société Airbus, qui continue à travailler sur une innovation qui, si elle voit le jour, est une innovation exceptionnelle, puisqu'elle consisterait à avoir un avion court et moyen courrier propulsé par l'hydrogène avec une combustion directe. C'est-à-dire que pour un avion à hydrogène, vous avez soit le système de la pile à combustible, qui est expérimenté dès à présent pour des petits avions, soit la combustion directe d'espèces de recharge d'hydrogène qui viendrait directement alimenter des moteurs. Donc évidemment, c'est une technologie qui n'enthousiasme pas les motoristes traditionnels, puisque ça veut dire que les avionneurs deviendraient eux-mêmes des motoristes. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas spécialiste, si cette technologie verra le jour. En revanche, ce que je sais, c'est qu'Airbus déploie beaucoup d'énergie pour voir si cette technologie est possible. Donc vous avez 3 technologies qui permettront de décarboner l'avion, mais à partir du moment où vous ne savez pas à quelle vitesse ces technologies pourront entrer en action, vous êtes obligé de vous dire que la sobriété n'est pas nécessairement à exclure. On parle beaucoup dans tous les secteurs d'activité de ce que l'IA, l'intelligence artificielle, peut apporter. Est-ce que c'est le cas également dans le secteur aérien pour la conduite des avions? Je pense à l'écopilotage pour essayer d'avoir des trajectoires qui soient plus fluides, plus naturelles. Est-ce que c'est à travers l'IA qu'on pourra avoir des avancées dans le domaine? Alors, la réponse est balancée, puisque le principe de l'IA, c'est que de temps en temps, il y a le droit à l'erreur, puisque c'est une intelligence qui apprend par itération. Dans le domaine de l'aérien, vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc, pour toute cette partie de sécurité et de sûreté, je pense que l'IA n'est pas la voie de l'avenir. En revanche, pour tout ce qui est assistance à la navigation, assistance aux routes les plus courtes, aux performances les meilleures pour l'utilisation de carburant, etc., bien sûr, l'IA peut être d'un apport considérable. De même que pour les sociétés d'aéroports, pour la maintenance prédictive, le recours à l'IA donnera des bons fruits. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, on ne pouvait pas exclure au moins à court terme ou à moyen terme la sobriété. Effectivement, tes propos avaient surpris au sortir du Covid quand tu avais appelé qu'il fallait accepter une certaine modération, mais pas jusqu'à reprendre la proposition de Jean-Marc Jancovici que de limiter à 4 dans une ville le nombre d'allers-retours en avion. Alors, une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir participé à un débat avec Jean-Marc Jancovici où il avait reconnu qu'il s'agissait plutôt d'une image et d'un calcul théorique. Comment, intellectuellement, on peut ne pas plaider pour la sobriété lorsqu'on sait que cette année, par exemple, le trafic aérien va atteindre les 5 milliards de passagers dans le monde, alors que 80% de la population mondiale ne prend jamais l'avion? Oui, mais il suffit de regarder un pays comme l'Inde, par exemple. L'Inde a 1,5 milliard d'habitants et il y a chaque année 300 millions de vols en Inde. C'est-à-dire qu'il y a 5 fois plus d'habitants que de vols. En France, vous avez 66 millions de passagers
et il y a 200 millions de vols par an. Ce qui veut dire qu'en France... Parce que la France est un hub très important aussi. Ce qui veut dire que si en proportion, il y avait autant de passagers aériens en Inde qu'en France, il y aurait 4 milliards 500 millions de passagers en Inde chaque année, soit l'équivalent du trafic mondial. Ce qui veut dire, et c'est la raison pour laquelle j'avais évoqué cette notion de sobriété, c'est qu'à partir du moment où, en tant que dirigeant responsable, je ne suis pas capable de garantir le fait que nous serons zéro émission nette d'émissions de CO2 comme l'OACI l'a promis lors du dernier sommet. À quel horizon ? L'horizon, c'est zéro émission nette en 2050. Ouais. À partir du moment où on n'est pas assuré que les technologies le permettront, il serait irresponsable de dire on n'aura jamais besoin de sobriété. Mais cette sobriété, elle devra s'exercer dans tous les pays du monde et probablement que la pression sera plus forte dans les pays qui ont déjà profité d'un fort développement du transport aérien. Alors, un autre moyen pour un groupe comme ADP de réduire son empreinte carbone, c'est de repenser ses aéroports et notamment en réduisant fortement les moyens pour y accéder en voiture. Là, vous travaillez sur les projets de Roissy 2035 et d'Orly 2035. Schématiquement, à quoi ressembleront les aéroports du groupe ADP dans 10 ans ? Alors, effectivement, 30% des émissions de CO2 d'un aéroport, c'est lié à l'accès en automobile de ses passagers. Donc, nos aéroports, ils ressembleront à des plateformes qui feront l'usage le plus intelligent possible de la multimodalité. Alors, la multimodalité, ça consiste d'abord à favoriser tout ce qui est accès en transport en commun. La ligne 14 pour Orly, la ligne du CDG Express pour Charles de Gaulle, qui s'ajoutera à la ligne 17 de la Société du Grand Paris, qui s'ajoutera au RER B modernisé, qui s'ajoutera à l'axe Roissy-Picardie, nous permettront de développer très fortement l'accès en transport en commun. S'agissant de l'accès en voiture automobile, nous allons privilégier au maximum l'utilisation des véhicules taxis ou des transports collectifs, les autobus. Et pour vraiment les personnes qui voudraient venir en véhicule individuel, nous les inviterons à ne pas s'agglutiner autour des terminaux avec des embouteillages infernaux et des temps d'accès infernaux, mais nous les inviterons à aller dans des parkings un tout petit peu éloignés de la plateforme, avec des systèmes de trains locaux ou de transports en collectif locaux qui leur permettront d'atteindre très vite les terminaux. Les seules personnes qui continueront à pouvoir accéder aux terminaux directement, ce seront les personnes en situation de handicap, les personnes âgées ou les personnes qui prendront des taxis. Et les salariés, on voit qu'à Orly, par exemple, 90% des salariés d'Orly viennent en voiture à Orly. Donc eux, ils seront logés aussi à la même enseigne ? Eh bien, ils seront exactement logés à la même enseigne. On favorise autant que possible l'usage de la bicyclette pour les personnes qui habitent à proximité. On développe beaucoup les pistes cyclables. Et puis, effectivement, ils auront des parkings dédiés qui seront des parkings qui ne seront pas à la porte de l'aéroport. Alors, on le sait peu, mais ADP ne se résume pas aux 3 aéroports de Paris et l'international représente aujourd'hui plus de 25% du résultat opérationnel du groupe, contre 5% il y a 15 ans, avec des positions stratégiques en Turquie, Croatie, Inde, Chili. Pourquoi un tel développement international, qui pourrait surprendre, et ne se fait-il pas au détriment des investissements en France, à Paris ou en région ? Alors là, je suis définitif, il ne se fait aucunement au détriment des investissements à Paris. Nous investissons 6 à 700 millions d'euros chaque année à Paris aujourd'hui, et il n'y a absolument aucune compétition, entre guillemets, entre les investissements pour les uns et pour les autres. Nous sommes une entreprise qui est cotée en bourse. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des personnes qui nous confient leurs économies. Et nous avons la conviction que le développement international permet, c'est rare, habituellement je dis toujours, il n'y a qu'une seule raison pour faire les choses. Là, en fait, il y en a 2. La première raison, c'est que la croissance des marchés émergents est tellement grande que si nous ne la captons pas, nous avons une perte de chance considérable pour l'entreprise ADP qui a des collaborateurs de talent qui peuvent d'autant plus être attirés par venir travailler dans le groupe ADP qu'ils savent qu'ils auront des carrières internationales. Donc c'est à la fois, et c'est la première raison, un vecteur de croissance économique et d'autre part un vecteur de fidélisation de grands talents dont nous avons besoin. Ça, c'est la première raison. La première raison. La deuxième raison, c'est que nous souhaitons au maximum améliorer la qualité du service et nous savons que nous avons l'ambition de créer une chaîne d'aéroports qui soit reconnu pour la standardisation de son très haut niveau d'accueil. Et vous voyez, nous avons par exemple bénéficié de l'expérience de l'aéroport de Santiago au Chili, qui a accueilli les Jeux panaméricains en 2023 pour accueillir mieux encore les Jeux olympiques en 2024. Nous avons nos collègues indiens qui nous donnent des leçons en matière de construction, en matière d'économie de fonctionnement et en matière de qualité de service. Alors bien sûr,
le prix de la main-d'œuvre en Inde est beaucoup moins fort, donc ils ont beaucoup moins de difficultés à avoir beaucoup de personnes humaines dans les aéroports. Mais j'ai vraiment la conviction que nous avons une fertilisation croisée qui bénéficie à l'ensemble de nos plateformes. Nous pouvons, que ce soit pour améliorer la connectivité, pour améliorer les services aux compagnies, pour améliorer les services aux passagers, bénéficier de cet effet de réseau. Donc, tout milite pour que nous puissions nous développer à l'international. Et j'ajoute que nous sommes un facteur de rayonnement de la France. J'étais à New Delhi il y a pas plus tard que 2 jours et j'ai visité le nouveau siège d'Airbus en Inde, qui a été construit par la société dont nous détenons 45%, qui s'appelle GMR Airport, et qui, au cœur de l'aéroport de Delhi, vous avez le nouveau siège d'Airbus, et le patron d'Airbus en Inde m'a clairement indiqué qu'il était très heureux de pouvoir avoir vu son siège construit par une entreprise dont la France avait 45%, et que pour lui, c'était un gage de sérieux, notamment dans ce pays où la qualité de la contrepartie avec laquelle on travaille est précieuse. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, ADP a été partenaire cet été des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et vous avez fait un très gros effort en matière de logistique pour acheminer en temps, en heures et en volume les matériels des athlètes, mais aussi pour mieux accueillir, tu le disais, les athlètes handicapés avec la disponibilité du fauteuil personnel dès la sortie de l'avion à l'arrivée et jusqu'à l'entrée de l'avion au départ. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, 3 mois après la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques, de toutes ces avancées? Est-ce que cette parenthèse enchantée qu'ont été les JOP, c'est, comme au niveau national, refermé dès que le dernier athlète paralympique est monté dans l'avion de retour? Non, ce n'est pas du tout lettre morte que cette amélioration de l'accueil des personnes en handicap, pour une raison très simple, c'est qu'il a été permis par la mobilisation des équipes du groupe ADP, dont l'état d'esprit a changé. Je vais le dire très clairement, c'est un sujet qui m'intéresse depuis 12 ans. Et je n'arrivais pas à débloquer le sujet. Et les Jeux Olympiques ont été l'occasion. Comment ? La Première ministre a organisé en septembre de 2023 une réunion au Stade de France avec les ministres en charge des handicapés. Et en rentrant de vacances vers le 28 août, je reçois un dossier très épais de 50 pages sur la question de l'accueil des handicapés. J'appelle le collaborateur qui avait préparé le dossier et je lui dis, écoute, ton dossier est magnifique, mais quelle est la chose très très importante que la Première ministre devrait retenir si je n'ai que 30 secondes dans un ascenseur avec elle? Et là, il me dit, eh bien, la chose très importante, c'est la possibilité pour la personne handicapée d'avoir son fauteuil personnel jusqu'à l'avion quand elle quitte Paris et dès la sortie de l'avion quand elle arrive à Paris. Je me dis que c'est quelque chose d'assez simple et si c'est vraiment la revendication des personnes en situation de handicap, on va essayer de travailler. Je cite ce sujet lors de la réunion et là, stupéfaction, toutes les personnes handicapées autour de la table, notamment Michael Jérémias, qui est un ancien champion de tennis, me dit « mais c'est vraiment très important pour nous ». Et j'ajoute à ça qu'on est très mal considérés, on nous traite comme des objets, etc. Et j'ai lancé l'idée à mes équipes comme une espèce de défi, sans me rendre compte que c'était en fait un défi logistique incroyable. Parce que pour que le fauteuil de la personne handicapée soit dès la sortie de l'avion disponible, il faut que, au départ, la compagnie mette le fauteuil dans un endroit bien déterminé, dans un endroit de la soute où il puisse sortir tout de suite. Qu'à l'arrivée, l'assistant c'est la responsabilité de la compagnie aérienne. Il faut qu'à l'arrivée, l'assistant en escale, qui est un sous-traitant de la compagnie, comprenne qu'il faut prendre le fauteuil en premier et le sortir de l'avion en premier. Il faut, troisièmement, que l'aéroport fournisse les installations pour que ce fauteuil, qui, le cas échéant, fait 120 kg parce qu'il est électrique, monte du tarmac vers l'avion. Donc, nous avons acheté 20 élévateurs spéciaux pour fauteuils de handicapés. Et enfin, quatrièmement, il faut que la société prestataire de l'accueil de ce qu'on appelle les PHMR, personnes handicapées à mobilité réduite, prenne en charge ces fauteuils et les apparie avec les passagers qui sont dans l'avion. Donc, en réalité, c'est un travail qui demande une mobilisation extraordinaire de coordination et nous ne sommes pas maîtres de tout. En revanche, nous avons réussi à négocier avec les compagnies aériennes, avec les assistants en escale, avec les prestataires de PHMR, qui ont été absolument réceptifs, ce qui nous a permis, par exemple, quand un avion arrivant de Chine, par surprise, sans avoir prévenu, avec 750 passagers, vous aviez 2 avions, 750 passagers, dans chaque avion, il y avait 50 passagers avec des fauteuils roulants. Eh bien, ils ont tous eu leur fauteuil roulant sur la passerelle d'arrivée. Et cette révolution, eh bien, elle va perdurer. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est l'ensemble des collaborateurs, non seulement d'ADP, mais aussi d'Air France, mais aussi des prestataires de services, qui sont devenus fiers et qui savent que la communauté française a reconnu les efforts de la communauté aéroportuaire et qu'on a franchi un cap qui non seulement nous rend fiers, mais aussi nous rend respectés. Et responsables. Et pour un métier, notamment le métier d'assistant en escale, qui est un métier très rude et très méprisé.
je n'ai eu de cesse que de Mmh. revaloriser ce métier. Pour le métier de prestataire de services PHMR, qui est souvent fait par des sociétés sous-traitantes qui sont méprisées. Pour les collaborateurs des aéroports, qui, comme je vous l'ai dit, étaient souvent considérés comme des sous-fifres qui faisaient un métier pas très noble. Pour toutes ces personnes, pour nous, société d'aéroports, c'est une immense fierté que d'avoir pris en compte ce sujet. Donc, je suis très confiant. Par ailleurs, nous avons investi dans des salles de change. Nous avons investi dans une dizaine de salles de change, alors qu'il n'y en avait que 4 en France jusqu'à présent. On a multiplié par 3, puisque désormais il y a une quinzaine de salles de change en France. C'est des salles qui permettent aux handicapés de préparer leur voyage dans des bonnes conditions. Nous avons investi dans des élévateurs dont je vous ai parlé, dans beaucoup d'équipements qui vont rester. Donc je suis confiant. Que ça restera et que ça ne sera pas une parenthèse. Voilà, et puis par ailleurs, nous avons créé un conseil consultatif des personnes handicapées qui se réunit tous les 2 mois et nous allons le pérenniser sous une autre forme de façon à ce qu'à tout moment, ces personnes puissent nous alerter sur les améliorations de notre service. Alors dans ce podcast, on s'attarde aussi sur la posture de leadership des dirigeants et sur la manière dont ils accompagnent les transformations en cours. Le gouvernemental t'a informé au printemps dernier que tu ne serais pas renouvelé à la fin de ton mandat en mars 2025. À date, tu n'as pas de successeur désigné et la donne politique fait qu'il est peu probable que tu quittes la présidence du groupe comme tu l'avais souhaité au 31 décembre prochain. Alors Julie Lamarche, qui est directrice chez YouSide, notre cabinet spécialisé dans le coaching et l'accompagnement des dirigeants, a une question très intéressante pour toi à ce sujet. On l'écoute. Bonjour Augustin. Alors on le sait bien, être leader, c'est être inspirant, faire avancer, mener loin. Comment, à quelques semaines de votre départ, de la fin, et je m'adresse au leader que vous êtes, comment, avec cette fin annoncée, continuez-vous à exercer votre leadership ? Et puis on peut se poser une question, celle de l'intérim de soi-même. Comment fait-on l'intérim de soi-même ? Par définition, c'est une période qui marque un changement, la fin est le début d'autre chose. Alors qu'est-ce que cela change concrètement dans votre discours, dans votre posture, dans votre capacité à projeter ? Alors, merci beaucoup de vos 2 questions. Donc, la première question, c'est le leadership. La deuxième question, c'est l'intérim. Alors, sur la question du leadership, je dirais que ce que ça peut changer éventuellement, c'est que le devoir, il est d'assurer jusqu'à la dernière seconde d'être à la hauteur de ses missions et peut-être plus encore de projeter l'entreprise dans ce qu'elle a de positif et dans les défis exceptionnels qui sont les siens pour les 15 ans à venir. Je considère que, contrairement aux SICAV, vous savez, on dit que les SICAV, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Eh bien là, je dirais que les performances passées des équipes d'ADP depuis 12 ans me rendent très confiant dans le fait que dans les 12 années qui vont venir, elles vont réaliser des choses exceptionnelles. Donc, mon travail aujourd'hui consiste, par exemple, au dernier congrès de l'Union des aéroports français, on m'a donné une carte blanche. Eh bien, j'ai essayé de partager avec mes collègues de tous les aéroports français quel était le défi exceptionnel de la décarbonation du transport aérien. Quelle chance nous avions d'être à la fois un métier d'hospitalité en rapport avec les humains, un métier d'ingénieur pour apprendre à décarboner, un métier de conquérant à l'international et un métier aussi de passeur de conviction auprès de nos concitoyens que les efforts que nous faisons pour la décarbonation ne sont pas des efforts cyniques pour la galerie, ce sont des vrais efforts qui doivent les rendre confiants quant au fait que leurs enfants et petits-enfants pourront continuer à prendre l'avion. Donc ce leadership, il change de nature puisqu'il est beaucoup plus vers la projection et l'enthousiasme que vers le serrage des coups et le fouettage qui peut peut-être être le quotidien d'un leadership un peu antérieur. S'agissant de l'intérim, je dirais que c'était une espèce de ping-pong entre le cynisme et la responsabilité. Je dirais que l'absence de décision, la stupidité des motivations, la procrastination doivent appeler en réponse la responsabilité, l'enthousiasme et la bonne humeur. Il faut que jusqu'au bout, on soit assuré que dès lors qu'on me demande de faire l'intérim, je garde le même sens de la responsabilité, le même enthousiasme et la même volonté maïotique de créer les conditions que mon successeur arrive en temps et en heure. Donc je m'efforce de tout faire pour que le gouvernement soit confortable avec l'idée que mon successeur arrive vite. Et naturellement, il n'est pas question d'abandonner le navire pendant qu'il est encore en mer. Alors, question subsidiaire, on se rappelle que le projet de vente des 50,6% de l'État au capital du groupe prévu par la loi Pacte a été abandonné en 2020. Si l'actionnariat public n'a pas à ce jour été un problème pour faire des acquisitions à l'étranger ou mener à bien la transformation du groupe, quid des années à venir compte tenu des enjeux à relever et de la rareté de l'argent public qui ne va pas aller en s'améliorant? Oui, alors effectivement, moi je n'ai jamais été un opposant de la privatisation. En revanche, si
cette privatisation devait aboutir, il fallait, vis-à-vis de mes collaborateurs, qu'à aucun moment je n'apparaisse comme un militant absolu, comme si c'était la seule solution et comme si ne pas être privatisé était un drame. Parce que j'avais intégré dès le départ l'hypothèse que cette privatisation pouvait ne pas avoir lieu. Et je n'allais pas lier mon mandat au succès d'une privatisation aléatoire au risque de planter l'entreprise si la privatisation n'existait pas. Donc j'ai toujours dit à mes équipes, si on est privatisé, la vie est belle parce que vous serez très fort et votre nouvel actionnaire vous gardera. Et si on n'est pas privatisé, la vie est belle parce qu'on va montrer que c'est pas parce qu'on est public qu'on est mauvais. Donc je crois que, à la réflexion, un actionnariat privé présente des vertus peut-être de long-termisme, des vertus de réactivité quant par exemple à l'organisation des plans de succession qui font qu'il faut le voir de façon assez favorable. Alors, avant de conclure, il y a un dernier exercice auquel l'invité doit se plier dans ce podcast. Un portrait chinois en quelques questions simples revisitées par mes soins pour mieux te connaître, te cerner et comprendre le dirigeant que tu es. L'idée, c'est de répondre du tac au tac, le plus rapidement et le plus court possible, presque sans réfléchir. Si tu ne sais pas, tu peux passer. Quelle est ta devise ? Alors, ma devise, on en a parlé il y a quelques instants parce qu'en fait, nous la partageons. Ma devise, elle est extraite des Géorgiques de Virgile. Alors, je vais d'abord la donner en latin. C'est Felix qui potuit res cognoscere causas. C'est-à-dire, heureux celui qui peut connaître la racine des choses. Je pense que j'ai toujours aimé aller à la racine des choses, ce qui exclut la théorie du complot, ce qui exclut une espèce de mysticisme un petit peu candide, et ce qui oblige toujours à chercher la vraie raison des choses. Ton principal geste écolo au quotidien pour réduire ton empreinte carbone ? Je prends très peu l'avion dans mes activités professionnelles, puisque j'ai théorisé le fait que si un voyage lointain était nécessaire, je devais avoir des bons collaborateurs pour le faire. Et par exemple, pour te rendre à Toulouse, Marseille ou Bordeaux, tu prends le train ? Alors, je ne crois pas avoir pris de ligne domestique depuis assez longtemps. Je dirais depuis plusieurs années. Le métier que tu voulais exercer quand tu étais petit ? Je dois confesser que j'étais tombé dans la politique quand j'étais petit. Donc j'aurais bien aimé être député. Le héros, réel ou fictif, qui t'inspire dans ton travail au quotidien ? Alors ça va paraître très très banal, mais peu importe. J'ai toujours aimé la capacité qu'a eu le général de Gaulle à prendre des décisions qui allaient contre son milieu, contre ses opinions présumées et contre le mainstream. J'ai, par exemple, beaucoup étudié la façon dont il a organisé le référendum sur l'Algérie. Tout militait pour qu'il ne le fasse pas. Et donc, il y a chez lui cette espèce de profondeur de réflexion qui le conduit à prendre des décisions contre-intuitives qui m'a toujours inspiré. La qualité première, selon toi, d'un dirigeant ? Le courage. Le défaut dont tu n'arrives pas à te défaire ? Alors, peut-être un peu, mais c'est un vrai défaut, c'est-à-dire un peu workaholic parfois. En passionné de littérature que tu es plutôt Amazon, librairie de quartier, marché aux livres ou seconde main ? Les 4. Ah ouais, même Amazon ? Même Amazon, bien sûr. Pouvoir se procurer un livre en 24 heures, quand on a absolument un besoin incoercible de le regarder, on ne se prive pas. Ah ça, je l'aurais pas cru. Ton endroit préféré dans le monde pour décompresser ? J'étais en Inde il y a 2 jours, et le patron du groupe indien que nous avons dont nous avons acquis 45% des titres, m'a proposé une clinique de remise en forme dans l'Himalaya. Et j'ai très envie d'aller dans une clinique de remise en forme dans l'Himalaya. Au bord des lacs en général. Au bord des lacs. Il faut qu'il y ait de l'eau. Est-ce que tu vas faire après la fin de ton mandat ? J'ai lu que tu allais peut-être revenir à tes premières amours, la politique. Et on l'a vu dans le début de ce portrait chinois, que tu as fait souvent référence à des questions politiques. Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je ne pense pas que je m'engagerai dans la politique active dans les semaines ou les mois qui suivront mon départ d'ADP. En revanche, il n'est pas exclu que je travaille un peu sur un livre qui concerne des sujets en relation avec la politique. Merci infiniment Augustin. On arrive au terme de ce podcast, d'avoir échangé avec moi sur l'hyper-transformation du groupe ADP et du secteur aérien. Est-ce que tu as un mot de conclusion ou une dernière pensée à nous partager en réponse à une question essentielle que je ne t'ai pas posée ? Écoute, non, la seule petite chose que je pourrais dire, qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer, c'est que je crois que le principal bonheur dans le management, c'est faire grandir ses collaborateurs. Et je crois que le secret de la réussite d'une entreprise, c'est ce que mes équipes ont réussi à faire à ADP, et je les en remercie avant de partir, c'est qu'ils ont réussi à accepter mon discours qui consistait à leur dire qu'il fallait qu'ils recrutent meilleurs qu'eux. Et tu vois, j'ai un COMEX qui est composé d'une 15aine de personnes, et j'ai toujours dit à mes équipes que je souhaitais qu'ils recrutent meilleurs qu'eux, parce que le fait que l'assiette du voisin se remplisse, c'est-à-dire que mes adjoints soient brillants,
fasse des interviews dans la presse, participe à des colloques, a toujours été pour moi très important. J'ai dit par exemple à un de mes directeurs il y a 2 ou 3 ans que je souhaitais qu'il s'engage plus dans la vie professionnelle de son secteur, qu'il fasse des articles de presse, etc. Et il y a quelques jours, il m'a dit « Ah ben, j'avais pas compris, mais tu as raison, maintenant je suis président de mon syndicat professionnel, ça m'apporte beaucoup, etc. » Donc, je crois que je peux dire que chacun des membres du COMEX sont des gens exceptionnels. Et comme en plus ils sont capables au moins d'en recruter 3 chacun, ça veut dire que quand vous avez un COMEX de 15 personnes qui a 3 collaborateurs exceptionnels en plus, ça veut dire que vous avez à peu près 60 personnes de très haut niveau dans l'entreprise. Et les entreprises, elles ne se transforment pas avec un leader qui aurait un discours charismatique, etc. Ça n'existe pas. Elles se transforment avec une équipe. Et le fait d'avoir instillé cette idée que plus les adjoints sont de bonne qualité, plus ils sont prêts à vous remplacer, plus ils sont inventifs, brillants, responsabilisés, bénéficiaires de délégation, mieux l'entreprise se porte. Ça vous donne des résultats comme ceux, par exemple, que nous avons obtenus sur les personnes en situation de handicap. Jamais on n'aurait atteint ces résultats si la patronne d'Orly, le patron de Charles de Gaulle, le patron des opérations, le patron des achats, le directeur financier, si tout le monde ne s'y était pas mis. Parce qu'il y a eu besoin d'argent, il fallait la direction financière, il y a eu besoin de contrats, il fallait la direction juridique, il y a eu besoin de systèmes informatiques, il y a eu besoin que la direction des commerces aménage des équipements. Ce sont tous les membres du COMEX qui ont participé à ça. Et si un seul d'entre eux n'était pas au rendez-vous, nous n'aurions jamais réussi cela. Merci. Merci Augustin. Et merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro du podcast de l'hypertransformation. Bye, SIA Partners.